Bonjour, je me présente, je suis Sylvie Castonguay, je suis la directrice générale de l'Association québécoise de la dégénérescence maculaire. Je vous souhaite la bienvenue cet après-midi à notre troisième conférence virtuelle de la série qui va se poursuivre jusqu'en mai 2024. La conférence de cet après-midi porte sur l'atrophie géographique, une forme méconnue de dégénérescence maculaire sèche. C'est un sujet qui suscite beaucoup d'intérêt puisque plus de 320 personnes se sont inscrites à ce webinaire. Je tiens à remercier les partenaires financiers de notre série de webinaires, les sociétés Apellis, Biogène et Roche. La QDM est responsable du contenu associé à cette activité et la seule responsable et atteste que l'ensemble du contenu a été conçu sans l'influence de ses partenaires financiers. J'aimerais maintenant vous expliquer le mode de fonctionnement de notre conférence. Notre conférencier, Dr Marc-André Réon, que je vais vous présenter dans quelques secondes, donnera un exposé d'environ 40 minutes qui sera suivi d'une période de questions que je vais animer à partir des questions que vous poserez durant son exposé en utilisant le bouton Q et R ou questions et réponses qui se retrouvent au bas normalement de votre écran et non pas dans le chat ou la discussion. Vous posez vos questions et moi, je vais poser les questions que nous pourrons poser dans le temps qui est imparti pour cette période-là. Les micros des participants demeurent fermés, toutefois, durant toute la période de la conférence. J'aimerais maintenant vous présenter notre conférencier, Dr Marc-André Réon. Il est diplômé en médecine de l'Université de Montréal. Il a complété sa résidence en ophtalmologie à l'Université de Montréal, suivi d'un fellowship en maladie et chirurgie de la rétine au Massachusetts Eye and Ear Infirmary et à la Harvard Medical School à Boston. Dr. Réon est professeur adjoint de clinique au département d'ophtalmologie de la Faculté de médecine de l'Université de Montréal. Il est également responsable des résidents en ophtalmologie au CHUM et membre du comité du programme de résidence en ophtalmologie de l'Université de Montréal. Il pratique à la clinique d'ophtalmologique 2121 à Montréal, où il traite de nombreux patients atteints de dégénérescence maculaire et c'est certainement une raison pour laquelle nous l'avons approché pour cette conférence. Donc, Dr. Réon, merci beaucoup d'être avec nous et maintenant, il me fait plaisir de vous céder la parole. Merci beaucoup, Mme Castonguay, pour cette belle introduction. Merci à tous d'être présents en grand nombre. C'est vraiment un plaisir d'être ici cet après-midi avec vous pour un sujet qui est d'actualité et qui est très intéressant, effectivement. Alors, commençons. Donc, cette forme méconnue, effectivement, de DMLA sèche, qui est l'atrophie géographique. Alors, je n'ai aucun conflit d'intérêt au niveau de cette présentation. Au niveau des objectifs, d'abord, je vais mentionner, c'est une présentation que j'ai voulu faire relativement complète, qui présente beaucoup d'informations sur laquelle vous pourrez revenir, comme le webinaire restera disponible à tous. Donc, inquiétez-vous pas si certaines informations vous semblent un petit peu plus denses ou présentées de façon un petit peu plus difficile à visualiser. Vous pourrez toujours y revenir. Donc, nous allons d'abord essayer de comprendre ce qu'est l'atrophie géographique, puis vraiment où elle se positionne dans le spectre, ce grand spectre de la DMLA. On va parler de sa prévalence, donc c'est-à-dire de sa fréquence dans les populations, de comment elle se présente au niveau clinique et de son évolution également dans le temps. On va élaborer aussi sur les nouveaux traitements qui sont disponibles, comme vous le savez, pour l'atrophie géographique. Et rapidement, à la fin, essayer de voir quelles sont les approches futures, où en est la recherche et à quoi s'attendre pour le traitement de l'atrophie géographique. Mais la DMLA, évidemment, c'est un grand spectre. Quand on dit on est atteint de DMLA, vous le savez, on pourrait dire mais encore, parce que l'atteinte peut être très variable. En tout et pour tout, lorsqu'on est atteint de DMLA, comme je vous le dis, c'est un spectre très large qui touche en fait plus de 2,5 millions de personnes au Canada, qui est la première cause de perte de vision chez les plus de 50 ans. L'atteinte peut être légère, on peut avoir une DMLA sèche débutante, on peut avoir une DMLA beaucoup plus avancée qui amène un handicap visuel beaucoup plus important et où on va se situer dans ce spectre et la façon dont on va évoluer à travers ces différentes présentations vont dépendre beaucoup évidemment de l'âge, de la génétique et de tous les facteurs de risque dont vous avez entendu parler, que ce soit des facteurs de risque environnementaux,
d'alimentation, d'exposition aux rayons UV et autres. Donc, l'atrophie géographique, où elle se situe à travers tout ça, mais avant d'en parler un petit peu plus en détail, on va recadrer un petit peu, donc essayer de vraiment avoir le même jargon et reprendre dès le début la classification de la DMLA. Et ça, c'est des choses que vous savez. Donc, la première grande distinction à faire, c'est entre la DMLA sèche, qui touche 80-90 des patients, et la DMLA humide, donc qui touche cette région centrale de la rétine qu'on appelle la macula. Dans la DMLA sèche, on a une accumulation de petits débris inflammatoires qu'on appelle les drusines dans l'espace sous-rétinien et des changements aussi de pigmentation et des changements qu'on appelle dans notre terminologie atrophiques. Donc, on a un amincissement, on a une perte des tissus rétiniens profonds et également de l'épithélium pigmentaire rétinien, qui est cette barrière cellulaire capitale à la santé de la rétine, qui se situe entre la rétine et la couche nourricière de vaisseaux sous la rétine qu'on appelle la choroïde. Ensuite, peut se produire la forme humide, ou là, donc humide par opposition à sèche. Pourquoi? Parce qu'on a une invasion de petits vaisseaux, une membrane néovasculaire en provenance de la choroïde dans la rétine, avec généralement une atteinte visuelle plus importante. Entre cliniciens, et si vous faites des recherches dans la littérature, on va classifier beaucoup la DMLA en fonction de la classification de l'étude AREDS pour Age-Related Eye Disease Study en 4 catégories bien définies. Donc, dans mes rapports, par exemple, je vais souvent parler de DMLA débutante, intermédiaire ou avancée. Donc, à quoi tout ça correspond? Une DMLA débutante, c'est une DMLA sèche où on a seulement quelques petites drosines ou quelques drosines moyens plus présents et des changements de pigmentation au niveau de l'épithélium pigmentaire de la rétine. En DMLA intermédiaire, on retrouve plusieurs drosines de grosseur moyenne, un drosine qu'on qualifie de gros, et quand on dit gros, c'est à peu près la grosseur d'une veine à la sortie du nerf optique. Donc, pour votre médecin, c'est assez facile de déterminer s'il y a présence de drosine gros au niveau de la macula. Et une atrophie géographique, je souligne, qui ne touche pas le centre de la macula. Donc, on va revenir à l'atrophie géographique. Donc, cette atrophie géographique ne touchant pas le centre de la macula, vous avez une DMLA intermédiaire. Et c'est pour cette forme de DMLA, donc cette catégorie 3, bien précisément, que les fameuses vitamines AREDS, encore une fois de l'étude du même nom, ont été démontrées comme étant efficaces pour ralentir la progression de la maladie. On peut évoluer vers la forme avancée, donc une DMLA de catégorie 4, et la DMLA avancée se décline de 2 façons, soit une atrophie géographique qui touche le centre de la macula, donc avec une perte de vision importante, ou une membrane néovasculaire choroïdienne, donc une DMLA exudative. Dans les 2 cas, vous avez une DMLA avancée. Et on voit ici donc atrophie géographique. Pourquoi géographique? Parce que ça vraiment représente, un peu comme sur une carte, donc une zone géographique au niveau de la rétine centrale, au niveau de la macula. Donc, cette atrophie géographique, c'est vraiment une forme précise d'atrophie maculaire. Parce qu'en DMLA sèche, débutante, intermédiaire, on va avoir un début d'atrophie, on le voit bien à l'examen, à l'imagerie de la rétine, qu'il y a un amincissement, une destruction des couches rétiniennes profondes et de l'épithélium pigmentaire et même de la choriocapillaire, donc les capillaires superficiels de la choroïde. Mais lorsque ça atteint une zone plus large, on parlera à ce moment-là d'atrophie géographique. Comment elle évolue, la DMLA? Ben, généralement, on passe par un stade de DMLA débutante, de DMLA intermédiaire, et selon les études qui sont sorties plus dernièrement, si on fait une moyenne, 2 ans après un diagnostic de DMLA intermédiaire, ben, jusqu'à 20 des patients pourront progresser vers une atrophie géographique et jusqu'à 30 vers une forme humide de DMLA. Okay? Donc, l'atrophie géographique, encore une fois, causée par une mort des cellules rétiniennes sur une plage de rétine assez large, avec perte de vision centrale irréversible, et la DMLA humide, qui peut être traitée, comme vous le savez, par injection d'agents anti-angiogéniques. Et ces 2 formes-là, c'est important de le souligner, peuvent cohabiter. Jusqu'à 30 pratiquement des patients avec atrophie géographique vont développer une DMLA humide qui pourra être traitée, et jusqu'à 37-40 des patients qui ont une DMLA humide développeront une atrophie géographique qui, malheureusement, souvent, va nuire énormément à la vision et qui, jusqu'à tout récemment, ne peut pas être traitée. Donc, cette DMLA avancée, encore une fois, soit l'atrophie géographique ou la DMLA exudative, touche à peu près 11 millions de personnes dans le monde, okay? Et c'est réparti à peu près 50-50, donc 5 millions de cas environ d'atrophie géographique et de DMLA exudative, donc répartis de façon à peu près égale.
Ensemble, évidemment, elles causent un nombre important. On le voit ici, les chiffres, plus de 6 millions de pertes de vision modérées, sévères et pratiquement 2 millions de cas de cécité, donc notre 20-200 ou 660 et moins, avec évidemment les difficultés que ça entraîne. Prévalence de l'atrophie géographique, donc c'est-à-dire cette fréquence, évidemment, augmente énormément. On le voit de façon exponentielle avec l'âge. Et lorsqu'on arrive autour de 70 ans, dans les populations en général, on voit que la courbe vraiment s'envole pour atteindre là, à peu près 10% de prévalence dans la population lorsqu'on arrive à un peu plus de 85 ans. Comment elle se présente, l'atrophie géographique? Bien, rapidement, à l'examen clinique du fond d'œil, votre médecin va pouvoir voir s'il y a présence de cette forme particulière d'atrophie maculaire, que l'atrophie géographique. Je présente un exemple ici. Vous avez en haut à droite une macula tout à fait normale et vous avez pour un même patient ici une évolution okay, de photos de couleur là, du fond d'œil, une évolution d'une atrophie géographique grandissante. Donc, qui commence généralement dans ce qu'on appelle une zone extrafovéale, donc en dehors de la fovea étant le centre de la macula, et qui tranquillement va grandir pour finalement, souvent malheureusement, comme on le voit dans les dernières photos à droite, rejoindre le centre de la macula. Donc, on peut le documenter de façon assez claire avec les photos couleurs, mais également et beaucoup, vous allez en entendre parler de plus en plus avec l'autofluorescence. Et, je sais que Dr. Lederer y a fait allusion dans la dernière infolette de la QDM. L'autofluorescence est une technique d'imagerie assez simple où un photographe ophtalmique va utiliser des filtres spéciaux sur une caméra pour vraiment aller chercher une fluorescence spontanée, naturelle, donc il n'y a pas d'injection de colorant, de structures présentes au fond d'œil. Et une de ces structures est présente au niveau de l'épithélium pigmentaire de la rétine. Et vous avez ici le même patient pour lequel j'ai transposé les photos d'autofluorescence. On voit qu'il y a une zone noire, donc cette zone où il y a une atrophie géographique. En fait, il y a une absence totale d'épithélium pigmentaire et donc de structures qui peuvent induire une autofluorescence. Et on voit encore de façon plus précise la présence de l'atrophie géographique et sa croissance jusqu'au centre de la région maculaire. L'OCT, hein, la tomographie par cohérence optique, qui est également un incontournable dans l'imagerie rétinienne depuis maintenant plusieurs années, mais en atrophie géographique aussi, va être très utile. On a une OCT normale en haut à droite. Hein. L'OCT nous donne vraiment une coupe axiale, donc un peu comme quand vous faites un CT scan ailleurs dans le corps. Donc, on a une coupe transversale de la macula. Et on voit, lorsqu'on balaye à travers la zone d'atrophie géographique, qu'il y a d'abord un amincissement des couches profondes. On voit que la rétine s'amincit dans la zone atteinte par l'atrophie et on voit que le signal lumineux est capable de traverser jusque dans la choroïde et même plus profondément. Donc, on peut aussi documenter l'atrophie de cette façon-là et voir également si de façon associée, il y a une membrane néovasculaire ou d'autres éléments présents. L'OCT, ce qui est intéressant aussi, c'est qu'il peut nous permettre de suivre vraiment de façon objective. Okay? Donc, des fois, c'est bien, bon, photocouleur, autofluorescence, OCT. On va voir avec les années qualitativement qu'il y a une différence, qu'il y a une progression, mais il y a des logiciels maintenant qui nous permettent de calculer donc l'aire, donc ça se fait automatiquement. On calcule vraiment l'aire de l'atrophie géographique et on est capable de voir l'évolution dans le temps. Donc, en millimètres carrés, par exemple, on verra que le patient a une zone d'atrophie géographique qui est grandissante. Donc, la grande question, bien, quels sont d'abord les facteurs de risque d'apparition? Hein? Est-ce que je suis à risque d'avoir une atrophie géographique? Et quels sont les risques, on le verra ensuite, de progression de la maladie si malheureusement on a un début d'atrophie géographique? Donc, votre clinicien va pouvoir déjà, la littérature est assez claire qu'il y a des facteurs de risque lorsqu'on a une DMLA, à savoir est-ce que ben, j'ai plus de risque d'avoir une atrophie géographique que mon voisin qui a une DMLA. Donc, d'abord, au niveau des drusines, okay, plus le nombre de drusines est élevé, okay, plus leur volume qu'ils occupent est grand, ces drusines-là finiront par être évacuées et généralement, malheureusement, laissent place à de l'atrophie qui, lorsqu'elle est confluente, devient donc géographique. Si les drusines sont plus près de la fovea, donc du centre, c'est également un facteur de risque. Et sans entrer dans les détails techniques, hein, les drusines, il y a différents types de drusines. On les qualifie des fois de mous lorsqu'ils sont moins bien définis, leur bordure est plus mal définie un petit peu. Lorsqu'ils ont une localisation atypique sous la rétine ou lorsqu'ils sont calcifiés, comme on le voit en bas sur l'image au centre, c'est des choses qui pourront
faire croire que le risque d'atrophie, ultimement, est plus grand. L'autre élément, ben, c'est souvent comme ça, lorsqu'il y a une atrophie débutante, lorsqu'elle est présente au fond d'œil déjà, bien évidemment, c'est un facteur pour qu'il y ait une atrophie géographique éventuellement. Les facteurs de risque de progression, ben, il faut d'abord souligner que la progression est extrêmement variable d'une personne à l'autre. Donc, c'est toujours difficile quand vous demandez à votre médecin, avec une atrophie géographique qui est présente, vous regardez les photos, est-ce que ça va progresser? Euh, les chances sont que ça progresse, malheureusement, mais encore une fois, difficile d'avoir une boule de cristal, très difficile de prédire exactement la vitesse de progression. On sait par contre, encore une fois, la littérature nous démontre qu'il y a une progression qui sera plus rapide, bien, plus l'atrophie au départ, au moment du diagnostic, est grande. Dans ce qu'on appelle aussi une configuration multifocale. On l'a vu tantôt sur les photos couleurs et sur l'autofluorescence, lorsqu'on a plusieurs petites zones d'atrophie qui ne sont pas confluentes, c'est un facteur de risque pour une progression. Les lésions en dehors de la fovea ont tendance à progresser plus rapidement. On y reviendra tantôt lorsqu'on parlera des traitements. Donc, généralement, lorsqu'elles atteignent le centre de la fovea, malheureusement, elles n'ont plus vraiment d'endroit où aller. Ça ne prend pas de l'expansion généralement en dehors de la macula. Donc, en dehors de la fovea, plus de progression. Certains motifs à l'autofluorescence. Et c'est là que l'autofluorescence est vraiment intéressante. Vous avez en bas à droite, c'est petit, mais vous pourrez y revenir. Il y a certains patterns, certains motifs à l'autofluorescence qui, qui permettront à votre médecin, par exemple, de suspecter que c'est plus actif et que ça pourrait progresser. Donc, si vous avez des zones d'autofluorescence, si on a une lésion d'atrophie géographique avec une bordure, par exemple, autofluorescente autour, généralement, ça nous signe qu'il y a une activité, qu'il y a un stress sur les cellules autour de la zone d'atrophie, et ces cellules-là vont probablement finir par mourir, et donc, c'est un signe que l'atrophie va finir par progresser. Donc, on a mis en évidence certains motifs comme ça qui nous permettent de jauger un peu le risque de progression. Évidemment, s'il y a une atrophie géographique dans l'autre œil, c'est un facteur de risque. Et s'il y a une progression rapide, très importante dans l'autre œil, généralement, c'est assez prédicteur pour la progression dans l'œil contralatéral. Il y a tout ce qui est, évidemment, imagerie, intelligence artificielle qui viendra beaucoup nous aider pour prédire la progression et éventuellement des réponses au traitement pour ce qui est de l'atrophie géographique. Donc, lorsque l'atrophie géographique progresse, bien évidemment, malheureusement, l'atteinte visuelle souvent progresse en parallèle et on le voit donc avec cette zone d'atrophie qui progresse, donc ce qu'on appelle un scotome, donc une zone d'absence dans le champ de vision, généralement en périphérie du centre, va en grandissant, il va finir par rejoindre le centre, donc devenir un scotome central. Donc, dans les premières phases, lorsqu'on vous fait lire la charte de Snellen, mais évidemment, la fonction visuelle peut être très bonne. On peut avoir une acuité visuelle à 20 sur 20, mais avoir des scotomes, donc des zones d'absence tout autour du centre, qui font en sorte que notre lecture est grandement plus difficile, que notre vision dans l'obscurité, que notre vision des contrastes, tout ça va être affecté et on ne le mesure pas dans la clinique de tous les jours, mais plus en recherche. Donc, malgré une bonne acuité visuelle centrale, il y a une fonction visuelle qui peut être quand même sévèrement atteinte. Et évidemment, quand l'atteinte centrale se produit, bien là, on a une atteinte finalement de l'acuité visuelle centrale. Et en moyenne, on parle d'une atteinte centrale à peu près 2 ans et demi. C'est une grande moyenne, c'est vraiment, il faut le prendre comme ça, mais 2 ans et demi après le début de l'atrophie géographique, on verra les premiers signes généralement de l'atteinte centrale. Le deuxième œil, on pose souvent la question, en moyenne, démontrera des signes d'atrophie géographique s'il n'en a pas déjà au début, 7 ans après le diagnostic d'atrophie géographique dans le premier œil. Donc, quelles sont les causes de l'atrophie géographique de cette forme particulière de DMLA sèche, de DMLA avancée? Bien, la DMLA, c'est une maladie complexe qu'on commence à comprendre et il y a des interactions complexes entre plusieurs éléments. Donc, d'abord avec l'âge, qui est le principal facteur de risque. On l'a vu avec la courbe de prévalence. Il y a une augmentation exponentielle avec l'âge. C'est le plus grand facteur de risque, je le répète. Et la génétique. La génétique en DMLA, on commence à la comprendre de plus en plus. Okay? Elle a une influence importante sur le développement et la progression de la DMLA, mais c'est, comme je dis souvent à mes patients, ce n'est pas un gène, vous avez la DMLA, vous ne l'avez pas. C'est plusieurs gènes qu'on a identifiés qui interagissent entre eux et qui interagissent aussi avec des facteurs environnementaux. Donc, cette génétique, on en a identifié plusieurs gènes pour la DMLA en général et certains plus spécifiquement pour l'atrophie géographique. On pense aux gènes CFH, ARMS2, HTRA1, qui sont les plus fortement associés au risque de DMLA, et plusieurs gènes, et on va y revenir très bientôt,
impliqués dans ce qu'on appelle le système du complément, incluant CFH, peut-être le plus célèbre, CFI, C9, C3, qui vont augmenter le risque non seulement de DMLA, mais spécifiquement d'atrophie géographique. Donc, il y aura une interaction avec les facteurs environnementaux. On en a probablement parlé dans les présentations antérieures. Les facteurs qu'on dit particulièrement associés à une augmentation du stress oxydatif. Donc, par exemple, le stress oxydatif, c'est ce qui entraîne donc un stress au niveau cellulaire, une réaction inflammatoire. Le tabagisme étant de loin le plus grand facteur de risque, qui augmente le risque de façon significative de DMLA et de progression de la DMLA. Mais bien d'autres choses, incluant l'alimentation, l'activité physique et un peu aussi les mêmes facteurs de risque que ceux qui sont impliqués dans la maladie cardiovasculaire. Pour revenir à la génétique, on aura peut-être des questions là-dessus. Il n'y a toujours pas de dépistage génétique recommandé, hein. L'Académie américaine d'ophtalmologie a statué là-dessus. Pourquoi? Parce que c'est complexe. Ce n'est pas une maladie qu'on dit monogénique. Ça n'avance toujours en rien au niveau du suivi et il n'y a toujours pas de traitement, même si on connaissait certains gènes que vous pourriez avoir, qui peuvent ou non augmenter le risque. Donc, il y a encore des connaissances à acquérir avant de recommander, en dehors de contexte de recherche, un dépistage génétique. Donc, ce fameux système du complément, donc cette génétique qu'on a élucidée un peu au niveau du système du complément et qui pourrait prédisposer à l'atrophie géographique spécifiquement, bien, on revient un petit peu en arrière et on va parler de ce système du complément, un système un peu complexe, bien connu des étudiants en médecine, qui est composé d'une cascade de plus de 50 protéines et qui a un rôle clé dans la coordination et la régulation du système immunitaire. Donc, ça vous permet de vous défendre contre une agression, qu'elle soit infectieuse, qu'elle soit inflammatoire ou autre. OK? Et tout ça est un ballet extrêmement bien, une chorégraphie extrêmement bien régulée, donc de façon très serrée. Donc, chacun connaît son rôle et la moindre perturbation peut entraîner des effets délétères. Donc, en bout de piste, lorsque le système du complément s'active, ça va créer une réponse inflammatoire pour se défendre d'une agression, destruction de cellules, okay, et phagocytose dans notre jargon, qui est capacité à certaines cellules de votre système immunitaire de se débarrasser de cellules nuisibles. Et ce processus semble être activé de façon anormale, semble être déréglé en atrophie géographique et contribuer à la mort de cellules rétiniennes qui sont par ailleurs saines, donc qui ne devraient pas être éliminées. Et comment on s'en est rendu compte qu'il y avait quelque chose entre atrophie géographique et système du complément? Bien, d'abord, au niveau génétique. On a vu qu'il y a plusieurs gènes qui sont impliqués dans la transcription de régulateurs du système du complément, CFH, CFI par exemple, qui ne seront plus actifs et qui n'auront plus leur rôle de régulation ou d'inhibition, donc d'inactivation du système du complément. Donc, anomalie génétique au niveau du système du complément égale système du complément anormalement actif, si je peux dire, et qui va mener à atrophie géographique. Au niveau histologique, donc lorsqu'on étudie les tissus, on se rend compte qu'il y a des protéines du complément qui sont présentes dans les yeux avec atrophie géographique en proportion anormalement élevée. On en retrouve dans les drosones, en périphérie des lésions d'atrophie géographique et même dans le sérum, donc en circulation, de façon anormalement élevée également. Au niveau préclinique, dans des études animales, bien, on se rend compte que lorsqu'on est capable de jouer avec le génome, donc de créer des variants génétiques liés au complément, bien, on est capable de créer des modèles d'atrophie géographique. Donc, on voit qu'il y a vraiment une mort des cellules photoréceptrices dans ces études animales où on recrée des problèmes génétiques liés aux gènes impliqués dans le système du complément. Donc, en conclusion, semble démontrer que la perte de régulation appropriée du complément, donc la perte de contrôle normal de ce grand système de défense qu'on a tous, entraîne une destruction de cellules, par ailleurs en bonne santé. Donc, tout ça a amené, hein, ce bagage de connaissances a amené à la mise en marché, et c'est ça qui a fait, qui a été même largement diffusé dans la presse grand public, la mise en marché de médicaments pour traiter l'atrophie géographique. Et ces médicaments-là, ce sont quoi? En fait, ce sont des inhibiteurs de certaines protéines spécifiques du système du complément. Donc, on va
on va injecter, et c'est la même façon qu'on le fait pour les anti-angiogéniques, donc c'est une injection intravitréenne, OK, qui va inhiber certaines protéines, et donc inhiber, donc c'est-à-dire inactiver l'action du complément pour le rendre un petit peu plus tranquille, et donc diminuer la progression, l'évolution de votre atrophie géographique. Donc, le premier qui a été mis sur le marché, donc c'est aux États-Unis toujours, je le rappelle, on parlera de la situation canadienne rapidement, par la FDA en février 2024, c'est le Syfovre ou le pegcetacoplan par la compagnie Apellis. Et ensuite, au mois d'août 2023, l'Izervay ou l'Avastin Captad Pegol par la compagnie Astellas. Donc, le pegcetacoplan va bloquer C3A et C3B et c'est plutôt C5 pour l'Avastin Captad Pegol. Donc, spécifiquement, bon, est capable d'inhiber ces protéines et encore une fois, de désactiver le complément. Donc, qu'est-ce que ça donne? Je vous présente rapidement le topo des études, parce que c'est toujours important, on a des questions. Est-ce que ça s'applique à moi? Est-ce que je serais un candidat pour ces molécules-là? Ben encore, faut-il avoir des données pour répondre? Est-ce que vous auriez été éligible à recevoir la molécule si vous aviez été inclus dans les études? Donc, pegcetacoplan, c'est des grandes études de phase 3 qui l'ont mis en marché. Rapidement, on avait des injections intravitréennes mensuelles versus aux 2 mois versus un placebo. L'objectif primaire, c'était de regarder l'aire totale, donc la croissance de l'atrophie géographique sur l'autofluorescence, et secondairement, l'effet sur l'acuité visuelle, vision dans la pénombre, vitesse de lecture, champ de vision, questionnaire de qualité de vision et autres. Donc, pour ce qui est des critères d'inclusion, donc à qui je peux appliquer ces résultats-là, est-ce que je peux dire à mon patient, oui, vous seriez un bon candidat? Bien, d'abord, il faut qu'il y ait atrophie géographique. On n'est pas en prévention, ça prend un minimum en termes d'air, en termes de millimètres carrés d'atrophie géographique, avec ou sans atteinte de la FOVA. Et ça prend aussi une hyperphotoFluorescence périlésionnelle, donc démontrer qu'il y a un certain niveau d'activité. Bref, ça pour dire qu'il y a des critères à respecter pour se dire, ben, écoutez, oui, j'ai un patient qui pourrait tout à fait se mériter le traitement. Donc, quel a été l'effet? Donc, l'objectif primaire, hein, l'effet sur la croissance de l'atrophie, vous avez ici les courbes, donc le placebo en gris en haut et les courbes traitement. Donc, d'abord, ce qu'on voit, c'est que le mensuel, donc l'injection une fois par mois versus l'injection aux 2 mois, est à peu près similaire. On a des résultats 2 ans ici. Il y a une étude aussi d'extension. On a des résultats maintenant très récents de 3 ans qui semblent démontrer que le 1 mois versus le 2 mois est assez similaire et qu'il y a une différence réelle entre le placebo et le traitement pour ce qui est de la croissance, ou du ralentissement, je devrais dire, de la croissance de l'atrophie géographique. Ce ne sont pas des différences énormes. Et on parle à 2 ans, par exemple, de 20 de réduction dans le mensuel, de 17 dans le 2 mois par rapport au placebo. On est à 25-30 à 3 ans. Ce qui est intéressant de voir, c'est que ça continue de se distancer, les courbes, et c'est des patients qui vont continuer à être étudiés encore pendant plusieurs années. Donc, l'effet n'est pas énorme. 20 là, 25 c'est un peu ce que vos vitamines vous donnent pour ralentir la progression de votre DMLA de catégorie 3, votre DMLA intermédiaire. Mais c'est réel, c'est là. Et le message clé aussi, c'est de se rappeler que ça ne bloque pas le processus, ça ne renverse pas le processus. On est vraiment dans un mode de ralentissement de la progression de la maladie. Si on regarde par contre les chiffres, si on divise les patients hein, en lésions en dehors de la FOVA, celle qui n'a pas d'impact encore sur l'acuité visuelle centrale, on se rend compte que l'effet est plus marqué. Donc, c'est intéressant de voir que lorsqu'on a une atrophie géographique qui ne touche pas le centre, notre médicament est encore plus efficace, encore plus puissant pour ralentir et probablement encore plus d'intérêt. Et donc, le message, c'est probablement préférable de commencer le plus tôt possible et de ne pas attendre que l'atrophie géographique ait rejoint le centre de la macula. On le voit ici, les courbes sont beaucoup plus rapprochées au niveau de l'atrophie lorsqu'elle est, on dit, sous-fovéale ou touchant le centre de la macula. Des objectifs secondaires avec le pegcetacoplan, on voit qu'au niveau de l'acuité visuelle, il n'y a pas eu de différence. Lorsqu'on met tous les patients ensemble, fovéal, extrafovéal, il n'y a pas eu de différence au niveau de l'acuité visuelle. On peut comprendre que lorsque vous avez une atteinte centrale déjà au départ, il n'y a vraiment nulle part où aller. Donc, on ne sera probablement pas capable de mettre en évidence une différence. Et lorsqu'elle est extrafovéale, bien, si elle ne rejoint jamais le centre, l'atrophie durant la durée de l'étude, bien, il n'y aura pas non plus de différence au niveau de l'acuité visuelle, au niveau de la charte de Snellen. Donc, peut-être pas le meilleur point à étudier, mais tout ça pour dire que pas de différence. Par contre,
lorsqu'on regarde particulièrement les patients qui ont des lésions extrafovéales, on se rend compte qu'on dégage une tendance à avoir une perte de vision plus lente dans le groupe traité et un meilleur résultat au questionnaire de fonction visuelle. Donc, quand même des signaux intéressants de ce côté-là. Quels sont les effets secondaires? Bien, d'abord, d'emblée, les mêmes que ceux des injections intravitréennes. Okay? On a toujours l'hémorragie sous-conjonctivale, l'irritation. Ceux qui ont des injections les connaissent très bien. L'endophthalmie, donc l'infection intraoculaire, qui heureusement est très rare, à moins d'une sur 3 et même 5000 cas. Mais il y a des choses particulières qui sont sorties. Et c'est ce qui a un peu changé la donne avec, en premier, le pegcetacoplan. Certains en ont entendu parler. Donc, il y a eu un rapport de la SRS, donc la Société américaine des spécialistes de la rétine. Au mois de juillet 2023, on s'est rendu compte, après la mise en marché du pegcetacoplan, qu'il y avait des cas d'inflammation intraoculaire un peu similaires à ce qui a été vu, par exemple, avec Beovu, qui est une molécule anti-VEGF qui a été lancée sur le marché il y a quelques années. Donc, des inflammations intraoculaires sévères, avec parfois vasculite, avec perte de vision sévère et irréversible, dans le groupe mensuel jusqu'à près de 4 Donc, vraiment un nombre qui est non négligeable. On se rend compte que lorsqu'on est injecté aux 2 mois, le risque est moins fréquent. Et évidemment, il y a un suivi qui est fait là-dessus. On se rend compte que le nombre est peut-être un peu moins élevé que ça, mais quand même, je vous dirais que ça a refroidi beaucoup de médecins qui, pour certains d'emblée, étaient assez peu convaincus des résultats d'efficacité, mais là, c'était comme une douche d'eau froide où on s'est dit, ben là, en plus, il y a des effets inflammatoires comme ça assez fréquents. Certains ont décidé de ne pas embarquer, certains ont continué, on y reviendra, mais bref, ça reste un point d'interrogation et une préoccupation majeure. Neuropathie optique ischémique aussi, quand même, à 1,7 %, ce n'est pas si rare lorsqu'on fait plusieurs injections. C'est comme un petit ACV au niveau du nerf optique, donc c'est un manque d'apport sanguin avec des mécanismes encore incertains, mais c'est des choses qu'on gagnera en connaissance là, par rapport à ces 2 effets secondaires quand même non négligeables. L'autre élément, c'est que ça crée de la DMLA humide. Okay? Ça crée de la DMLA exudative, ça crée une membrane néovasculaire. Encore une fois, un mécanisme qui n'est pas parfaitement compris, mais ce n'est pas banal. Jusqu'à 12 c'est moins si on est injecté aux 2 mois avec le pegcetacoplan, mais c'est à garder en tête. Okay? Surtout si vous avez une DMLA exudative dans l'autre œil. Le risque est plus élevé dans l'œil que l'on traitera avec l'anticomplément. Votre médecin pourra regarder certaines formes de DMLA exudative, par exemple, celle qu'on appelle la forme polypoïdale, semble augmenter le risque également. Et le traitement concomitant, donc un traitement avec anti-VEGF, pourrait être débuté. Donc, c'est des choses qui continue à apprendre. Donc, si on commence, par exemple, un pegcetacoplan dans votre œil et vous avez une DMLA humide, bien, il ne sera probablement pas impossible, et certains le font aux États-Unis actuellement, pour avoir parlé à certains là-bas, instaurer un traitement anti-VEGF. Il faut savoir que les gens qui étaient dans les études n'avaient pas de DMLA humide. Okay? C'est un critère d'exclusion. Mais il faut se rappeler que, ben oui, ça pourrait arriver qu'on augmente. C'est la contrepartie au ralentissement de l'atrophie géographique. L'Avastin captade Pégol, on a des données un petit peu plus récentes, donc 1 an, c'est un peu la même chose, même critère d'inclusion. Ça prend une atrophie géographique, on n'est pas en prévention d'une certaine dimension. Et pour ce qui est de l'Avastin captade Pégol, il n'y avait pas l'atteinte du centre de la fovea. Donc, les gens inclus n'avaient seulement que des atrophies géographiques qui ne touchaient pas le centre. À 1 an, on le voit ici, et c'est des injections mensuelles. Donc, le fardeau est quand même assez lourd. On a 17,7 de réduction versus le placebo. Encore une fois, 17,7 ce n'est pas énorme. Hein? C'est par exemple une différence entre, pour ce qui est de l'avancin captade Pégol, 3 mm carrés versus 4 mm carrés d'atrophie géographique sur 1 an, 2 ans. Alors, il faut garder ça en tête. C'est une réduction qui est statistiquement significative, mais qui n'est quand même pas énorme. Au niveau des objectifs secondaires, la vision aussi était similaire pour ce qui est de l'Avastin captade Pégol. Les effets secondaires, il y en a eu moins. C'est des choses qui sont suivies en post-marketing. Moins de problèmes inflammatoires. Il y en a eu un de décrit dans la littérature avec l'Izervay, l'Avastin captade Pégol. Mais évidemment, on porte maintenant une grande attention à ça. Le risque de membrane néovasculaire est le même. Donc, c'est des choses qui vont continuer à être scrutées, des patients qui vont continuer à être suivis. Les études sont en cours encore. La situation au Canada, bien, d'abord en Europe, je reviens un petit peu, il y a eu une réponse malheureusement défavorable pour le Syfovre, pour l'Avastin captade Pégol.
Les autorités qui autorisent donc les remboursements, la mise en marché des médicaments là-bas, ont donné un avis défavorable par rapport à pegcetacoplan. Le problème, semble-t-il, ce sont les objectifs qu'on a utilisés. Donc, la croissance de l'atrophie géographique, hein, c'est un point d'étude qui est anatomique et généralement, c'est plus la vision. Donc, la FDA l'a accepté, mais même nous, c'est la même chose au Canada. On s'attendait à une approbation au moment où je vous parle, en janvier. J'ai discuté avec les gens d'Apellis il n'y a pas si longtemps. Il semblerait que, bon, on s'attend à un avis défavorable également au niveau de Santé Canada. Donc, il reste du travail à faire. Il semble qu'ils n'ont pas aimé que la vision, on n'ait pas pu démontrer de changement au niveau de la vision. Donc, il y a vraiment un travail d'éducation à faire de ce côté-là et de leur faire accepter que le ralentissement de la croissance de l'atrophie géographique peut réellement avoir un impact et être un point d'étude primaire tout à fait valable. Alors, à suivre pour ce qui est de l'accès à ce médicament au Canada, je le rappelle, il n'est pas approuvé par Santé Canada et encore moins par des instances comme l'INES qui s'occupent du remboursement de ces médicaments-là. Donc, je termine avec maintenant quelques approches futures. J'ai toujours des patients qui sont intéressés par la recherche, parce qu'ils s'en viennent, qui nous posent des questions. Alors d'abord, au niveau chirurgical, il y a des choses quand même intéressantes. Certains étaient peut-être familiers ou avaient entendu parler du télescope, d'un télescope intraoculaire de première génération qui avait été qui avait été étudié il y a quelques années. On en a un qui s'en vient, qui est beaucoup plus petit, donc qui s'insère par une incision beaucoup plus petite. Donc vraiment, un peu comme quand vous faites une chirurgie de cataracte, mais au lieu d'insérer une lentille standard dans un de vos deux yeux, on insère un petit télescope par cette plus petite incision et il y a une capacité de grossir l'image et de la projeter sur des zones de rétine plus saines. On s'appelle que l'atrophie géographique est confinée au centre, on ne débordera pas la région maculaire. Donc, cette magnification vous donnera une vision de près dans l'œil avec télescope et votre autre œil, s'il est plus sain, vous permettra d'avoir une vision de loin. Donc, une étude en cours, patient de 65 ans et plus, et ça s'applique à toutes les formes de DMLA avancées. Toujours au niveau chirurgical, donc, il y a une compagnie qui s'appelle Pixium Vision qui développe un implant sous-rétinien, Prima System. Donc, c'est vraiment injecté chirurgicalement, donc un petit peu plus invasif, cette fois-ci au niveau de l'espace sous-rétinien. Et vraiment, ça fournit une espèce de substitut électrique, le photovoltaïque, à vos cellules photoréceptrices résiduelles. Et comment ça fonctionne? C'est que vous avez un peu comme les prothèses, ceux qui avaient entendu parler des rétines artificielles ou des prothèses rétiniennes qui ont été étudiées il y a déjà quelques années. Vous avez une caméra sur vos lunettes qui capte donc ce que l'environnement vous présente et c'est transféré sans fil à ce petit implant sous la rétine qui, lui, permettra d'exciter les cellules résiduelles et de s'occuper de transmettre le signal jusqu'au nerf optique et vous donner une vision bien meilleure, beaucoup plus fonctionnelle. Les fameuses cellules souches, on a beaucoup de questions là-dessus, beaucoup de recherches, évidemment. Les cellules souches, généralement, ce que les chercheurs regardent, c'est une capacité à régénérer les cellules de l'épithélium pigmentaire rétinien. Donc, cette barrière cellulaire, ce support cellulaire qui a une importance capitale entre la rétine et la choroïde. Donc, il y a une compagnie, Regenerative Patch Technologies, qui développe vraiment une couche de cellules souches sur un substrat synthétique qui est vraiment implanté chirurgicalement. Donc, on va mettre ces cellules souches sur support dans l'espace sous-rétinien. Ça demande une immunosuppression pour éviter le rejet en post-opératoire, mais évidemment avec comment dire, un espoir que ça puisse régénérer donc ces cellules, cette vision centrale qui a été perdue. Il y a des résultats intéressants au niveau de cellules souches. Il y a une autre compagnie, UpRegen, qui travaille aussi sur des cellules souches pour régénérer l'épithélium pigmentaire rétinien. C'est toujours une approche chirurgicale. C'est toujours quelque chose qui doit être fait dans la salle d'opération, qui est injecté sous la rétine. Et on a, par contre, ici, donc on n'a pas de substrat synthétique. On a vraiment simplement une injection de cellules souches sous la rétine. Et déjà quelques résultats intéressants qui ont été publiés, par exemple, chez les sujets humains, avec carrément des gains de vision. Donc, on semble cette fois-ci renverser le processus, donc des gains moyens de vision de plusieurs lettres à un an, des patients même qui gagnent donc 15 lettres, dans notre fameux 3 lignes, donc qui est un gain significatif pour nous en ophtalmologie. Et on le voit sur l'OCT, vous allez pouvoir regarder les images en bas où on voit vraiment qu'il y a une reprise, il y a une réapparition d'épithélium pigmentaire en parallèle avec ces gains visuels. Je termine avec thérapie génique. Donc, on n'a toujours pas de
de thérapie pour corriger les anomalies génétiques qu'on commence à identifier en DMLA et en atrophie géographique. Mais par contre, et on le voit aussi avec nos agents anti-angiogéniques, ben, on peut un petit peu truquer nos cellules pour en faire des usines à produire certaines molécules ou certaines choses qui pourront vous aider. Par exemple, ici, ça se fait par injection intravitréenne. Ça, c'est extrêmement intéressant parce que ce n'est pas en salle d'opération. Ça se fait en clinique comme les injections que l'on fait actuellement. Donc, il y a une compagnie, Emera Biosciences Janssen, qui ont développé ce qu'on appelle l'HMR 59. Donc, l'HMR 59, ça nous ramène à notre système du complément. Donc, via un vecteur viral, ce gène va aller s'intégrer dans les cellules, dans le génome de vos cellules rétiniennes. Et vos cellules rétiniennes vont se mettre à produire une forme soluble du CD59. Et le CD59, qu'est-ce qu'il fait? Bien, il va inhiber l'action du complément en bout de course, de la même façon que nos deux agents qui ont été mis sur le marché aux États-Unis le font. Donc, sans une injection, une fois, et vous devenez des producteurs naturels de votre médicament, finalement. Et c'est des choses aussi, des avenues thérapeutiques qu'on voit en diabète ou en DMLA oxydatif. Alors, ce ne sont que quelques approches. Il y en a d'autres. Il y a des agents neuroprotecteurs. C'est extrêmement intéressant parce que ça bouge beaucoup en atrophie géographique. On se rend compte qu'il y a une progression énorme des connaissances dernièrement, ce qui a permis à des options thérapeutiques d'émerger. Donc, c'est vraiment excitant pour nous et surtout pour vous parce que, bon, on espère pouvoir, à défaut de renverser le processus, au moins le stopper et ultimement de corriger ou du moins d'empêcher qu'il apparaisse. Je vous recommande de vous informer. Je pense que ça se fait. C'est des choses qui maintenant sont de plus en plus connues. De vous informer auprès de votre ophtalmo. On dit DMLA sèche, mais encore, est-ce que j'ai une atrophie géographique? Est-ce que j'ai un début d'atrophie géographique? Peut-être voir votre médecin ce qu'il en pense de ces traitements-là, quelle est son approche par rapport à ça, commencer à en discuter. Pour ce qui est des patients qui ont une atrophie géographique diagnostiquée, généralement, on recommande un suivi au moins aux 6 mois avec OCT plus ou moins autofluorescence. Ce n'est pas tous les ophtalmos qui ont l'accès à l'autofluorescence, mais c'est de plus en plus pertinent de l'incorporer. Ne pas oublier, et je vous dirais même de le rappeler à votre médecin, les services de basse vision, on a souvent tendance à l'oublier, mais ça a un impact capital, évidemment, lorsqu'on ne peut pas traiter le problème qui vous afflige, et de rester informé, de garder espoir, super important, rester allumé. C'est toujours agréable de voir nos patients qui nous posent des questions, qui ont vu une étude passée, qui ont vu des résultats prometteurs, de nous challenger avec ça, puis garder espoir parce que ça progresse et je suis convaincu qu'on aura des choses ici au Canada prochainement pour aider les patients avec atrophie géographique. Alors, ça conclut. Merci infiniment. Je vous donne les infos ici, vous l'aurez, retinechum.com. On a des infos sur notre site web du département de rétine au CHUM, plein d'informations pour vos optométristes, vos médecins référents et aussi mes coordonnées à la clinique ophtalmologique 2121. Je vois des patients aux deux endroits. Alors, voilà, ça a été un plaisir. Merci infiniment de ta réponse. Votre exposé était très explicite. Je pense qu'on a beaucoup appris puisque l'atrophie géographique, c'est quand même assez récent dans le vocabulaire que nous avons ici. Et ça a suscité beaucoup de questions. Donc, le temps passe. Je n'aurai pas le temps de poser toutes les questions qu'on a reçues, mais je vais quand même prendre celles qui semblent les plus, qui reviennent le plus souvent. Vous avez parlé tantôt là, des facteurs de risque. Ici, il y a quelqu'un qui demande, est-ce que l'usage des écrans, la lumière bleue, augmente le risque? C'est quelque chose qu'on entend de plus en plus souvent. Qu'est-ce que vous avez à dire là-dessus? En fait, oui, c'est un sujet qui est controversé. On n'a pas de réponse claire à cet effet. Je vous dirais même, on a ce grand débat aussi lorsqu'on fait des chirurgies de cataracte. Est-ce qu'on implante des lentilles qui bloquent la lumière bleue? Est-ce que ça vaut la peine? Par rapport à la DMLA, la littérature ne semble pas démontrer que ça a un impact. La réponse par rapport à l'écran, par exemple, c'est non. Je ne peux pas vous dire que c'est un risque au niveau de la DMLA. On est plus au niveau de vraiment des rayons UV où là, vraiment, clairement, il semble y avoir un impact. Peut-être y aller par prudence et ne pas abuser de l'écran, mais honnêtement, on n'a pas de données actuellement qui nous démontrent là, qu'au niveau DMLA, l'écran va être un problème. Parfait.
Ici, on a une dame qui dit, Marcel, qui dit qu'elle a une dégénérescence maculaire humide. Elle voit des petits points lumineux dans son champ visuel qui tournent, qui durent quelques secondes dans ses deux yeux. Elle se demande, est-ce que ça peut être quelque chose qui est associé à l'atrophie géographique ou plutôt à sa dégénérescence qui est humide? Ben, je dirais probablement. Tout dépend, là, les flashs de lumière. Tu sais, je pense que oui, en général, avec la dégénérescence maculaire, avec la DMLA, lorsqu'on a une souffrance une atteinte au niveau de la rétine centrale, on aura des signaux, hein, moi je l'explique à mes patients comme ça, des signaux anormaux un petit peu en provenance de ces zones-là. Donc, ça peut être dû à votre DMLA sèche, mais généralement, plus on le voit dans un contexte de DMLA avancé. Donc, ça peut être une atrophie géographique, comme ça peut être une DMLA exudative. Euh, donc, un et l'autre, c'est tout à fait possible qu'on ait ces petits phénomènes lumineux-là dans les zones où on a une atteinte visuelle. Il faut toujours se rappeler que si on a ces symptômes-là qui apparaissent de façon plus subite, avec d'autres symptômes, c'est peut-être de rappeler son médecin pour une réévaluation, être sûr qu'il n'y a pas une progression. Parfait. Vous avez mentionné tantôt, bon, il y a des gens qui ont de la dégénérescence humide, qui pourraient avoir aussi l'atrophie géographique. Quelqu'un qui a des injections de Eylea ou ça peut être un autre aussi produit pour la dégénérescence maculaire euh, humide, est-ce qu'il doit parler à son médecin aussi d'atrophie géographique? Est-ce qu'on doit s'inquiéter de ça particulièrement? Oui, et je dirais oui. Et de notre côté, c'est toujours quelque chose qu'on sait depuis longtemps. OK? Lorsqu'on traite une DMLA oxydative, et souvent je le mentionne à mes patients, ben, on gère la forme humide avec l'anti-VEGF, avec l'injection, mais en toile de fond, on voit l'atrophie progresser. Donc, on voit la DMLA sèche progresser et celle-là ben, va ultimement nous rattraper et affecter la vision. Donc, avec des injections, on dit toujours c'est sec, on traite bien la forme humide, mais l'atrophie progresse et peut devenir géographique et ultimement affecter votre vision de façon sévère, même si, entre guillemets, on a un succès avec votre agent anti-angiogénique qu'on injecte. Fait que oui, je pense que ça se demande, est-ce qu'il y a de l'atrophie dans mon œil qu'on traite avec injection? Est-ce que cette atrophie-là a grandi depuis qu'on se connaît dans la dernière année, par exemple? Et ça peut expliquer pourquoi, malgré que votre médecin vous dise que ça va bien avec les injections, que vous trouvez réellement que la vision baisse. Une question ici qui est assez pratique d'une dame qui dit, bon, écoutez, moi, quand j'ai une consultation, tu sais, le service actuel est limité, il y a une injection. Dans son cas, elle a la dégénérescence humide, donc elle est souvent à la clinique. Elle se dit, mais comment faire pour avoir cette discussion avec mon médecin alors que je sens que c'est assez difficile en termes de temps? Et c'est sûr que vous amenez la question, oui, parlez-en à votre médecin. Mm. Quand on est du côté patient, on se demande comment l'aborder, la question, puisqu'elle peut toucher, dans le fond, pas mal tous les patients qui sont vus en clinique. Donc, comment, comme patient, bien se positionner pour avoir des réponses? Oui, c'est sûr que c'est un défi. Alors, de notre côté, on a un volume énorme de patients, je le comprends, puis malheureusement, des fois, ils ne s'accordent pas assez de temps de consultation. Euh, c'est d'essayer de cibler votre question, d'essayer de l'approcher de façon diplomate, mais je veux dire, c'est sûr que quand on est dans une séquence d'injection, souvent, il y a des automatismes, on injecte, ça va bien, on regarde l'OCT, c'est rapide. Mais je pense que ça se fait peut-être pas à chaque visite, mais tu sais, de faire un point une fois de temps en temps sur l'état de l'œil et plus spécifiquement dans le cadre de notre présentation, tu sais, de parler de l'atrophie. Euh, c'est sûr que c'est pas facile. Il y a des moments où vous allez vous heurter à des réactions qui sont peut-être plus désagréables, mais bon, je pense que tu sais, c'est tout à fait faisable de l'aborder en étant peut-être et pas sortir 10 questions la même visite, mais de cibler un point ou deux en étant informé. Puis, il y a tout à fait une façon de le faire. Je pense que la majorité des gens vont être capables de vous répondre lorsque vous l'amenez de cette façon-là. Vous avez mentionné tantôt que ça peut arriver quand même relativement tôt après un diagnostic, l'atrophie géographique. Vous parliez de 2 ans et demi pour le premier œil, 7 ans pour le deuxième œil. Donc, Mhm. quelqu'un qui a eu un diagnostic là,
il y a une dizaine d'années, qui est une DMLA stable. Il y a des gens qui ont il y a des gens pour qui ça évolue vite, donc pour qui c'est quand même très lent. Est-ce que s'ils ont passé le cap du 7 ans ou du 3-4 ans dans le premier œil, ils peuvent penser que ça ne les affectera pas? Une bonne question. Je dirais non, mais clairement, ils ont démontré que leur progression était très lente. Donc, c'est des lésions qui, dans l'immense majorité des cas, progressent, des fois très, très lentement. Donc, effectivement, si vous avez passé là, notre 2-3 ans, il n'y a toujours pas d'atteinte centrale, ben, disons que ça regarde bien pour euh, pour que ça ne rejoigne, en tout cas, peut-être pas le centre là, prochainement. Et de la même façon qu'on dit, vous avez la DMLA, vous prenez des vitamines. Quand on est rendu à un stade d'atrophie géographique, est-ce que les vitamines, finalement, ça n'est plus utile? Est-ce que Oui, ben on c'est est ça. rendu? Ouais. Oui, tu sais, c'est exactement, c'est pour ça que j'ai commencé avec la classification à REDS. On a souvent cette question-là. Lorsqu'on a une atrophie géographique qui touche le centre, donc avec une baisse d'acuité visuelle, si vous avez une catégorie 4, j'ai aucune donnée pour vous dire que votre vitamine fait quoi que ce soit. De la même façon qu'une démêlée exudative, il n'y a aucune donnée qui dit que ça change quoi que ce soit. Fait que je pense que c'est important de le mentionner aux patients. Maintenant, certains veulent les continuer pour différentes raisons. Mais effectivement, l'atrophie géographique, si elle ne touche pas le centre, c'est une autre chose. Mais lorsqu'elle touche le centre, et généralement dans ces cas-là, vous le savez, votre vision centrale, elle est mauvaise, ou s'il y a une démêlée oxydative, les vitamines sont techniquement superflues. Dans le même sens, les vitamines, ça, c'est une question qu'on a souvent. Une dame qui dit, bon, il y a des cas, c'est héréditaire dans ma famille, j'ai 57 ans, pour l'instant, ça va bien, mais est-ce que je devrais prendre des vitamines en prévention? Ben, en fait, pas la formule AREDS, Préservision, Vitalux, fréquemment ici au Québec, non. L'étude AREDS n'a pas démontré que chez des gens, même qui avaient une DMLA débutante, donc de catégorie 2, que ça amenait un bénéfice. C'était toujours seulement pour la catégorie 3, donc ceux qui ont une DMLA intermédiaire. En fait, j'ai souvent cette question-là. La réponse, c'est non. Mais par contre, ce que je retourne aux patients qui posent la question, c'est qu'il y a tellement de choses qu'on peut faire. Tu sais, les gens sont souvent friands de vitamines, mais c'est pas fumer, bien manger, faire de l'exercice, contrôler les facteurs de risque cardiovasculaire, protéger ses yeux du soleil. Tout ça a un impact bien supérieur à la prise de vitamines. Alors, tu sais, si ultimement la personne veut en prendre, moi, j'ai pas d'objection, on valide avec le pharmacien, mais la réponse, c'est non. L'étude n'a pas démontré que cette formule spécifique à REDS avait un impact. Dans le même sens, une autre question sur les vitamines, ça revient souvent. Les oméga 3, est-ce que c'est utile? Il y en a qui prennent ça en complément en plus, il y en a qui prennent la multivitamine avec oméga 3, etc. Mhm. Est-ce que l'oméga 3 amène quelque chose de plus pour la santé cardiovasculaire ou autre? Ouais, ben, pour ce qui est des yeux, il y a l'étude AREDS 2, dont je n'ai pas parlé, qui est sortie il y a peut-être une dizaine d'années, qui a démontré que l'ajout d'oméga 3 n'avait pas d'impact au niveau de la progression de la DMLA. OK. On a remplacé par lutéine zeaxanthine, donc vraiment ce que vous avez dans la formule, la Préservision AREDS 2 ou Vitalux Advanced. Donc, la réponse pour les yeux semble être non. Par contre, effectivement, certains vont vouloir le prendre au niveau cardiovasculaire, au niveau de la surface oculaire, de l'œil sec, ça a un effet positif. Alors, elle est toujours sur le marché, mais non. Elle coûte plus cher aussi d'ailleurs, mais c'est pas une absolue nécessité. Là. Il y a pas, on a démontré que ça n'avait pas d'impact pour ce qui est de la DMLA. OK. Intéressant. Ici, il y a Francine qui dit qu'elle est atteinte de dystrophie fovéo-maculaire vitelliforme de l'adulte. Elle se Ouais. demande est-ce que c'est la même chose que l'atrophie géographique, puisque ça touche la fovéa. Ouais. Non, bonne question. Et ça devient complexe, mais non. Ce qu'on appelle, ce que vous avez, c'est plutôt dans la famille des dystrophies de l'épithélium pigmentaire. Donc, c'est même pas, en fait, non seulement c'est pas de l'atrophie géographique, mais c'est pas de la DMLA, si on veut être technique. Ça se présente souvent, c'est souvent, comment dire, mal diagnostiqué. On le confond des fois avec la DMLA. Ça ressemble beaucoup, ça donne souvent les mêmes symptômes. Ça peut même ultimement se comporter comme une DMLA exudative avec une membrane néovasculaire, quoique moins fréquemment. Mais on est dans un chapitre complètement différent avec une génétique différente. Donc, pas de données pour les vitamines, encore une fois, pour ces patients-là.
Parfait. Quelqu'un demande, est-ce qu'il y a un risque accru avec certaines activités physiques? Je vous donne un exemple. Dans nos cours, on donne des cours de yoga virtuels au bureau, puis à l'EQDM, puis il dirait qu'il ne faut pas trop se pencher la tête, il y a quelque chose qui le sang qui monte à la tête, etc. Est-ce qu'il y a des risques accrus? Pas de problème. Un acte Non. violent ou autre, je sais pas Ouais. quoi, là. Non, mais tu sais, mis à part un traumatisme directement au niveau de l'œil, je veux dire, si votre yoga est raisonnable, je pense qu'au contraire, tu sais, l'exercice physique, santé oculaire, ça va de pair. Il n'y a aucune donnée qui démontre que tu pencher, lever des charges, quoi que ce soit va avoir un impact, là. Exercice physique, donc sans problème. La relation entre la cataracte, l'opération de la cataracte et l'atrophie géographique, est-ce qu'il y a une contre-indication? Euh, Tu sais, ça, c'est un sujet aussi qui fait beaucoup controverse, qui revient dans les congrès d'ophtalmologie souvent. Donc, le lien, même au départ, là, entre chirurgie de cataracte et DMLA. Donc, est-ce que d'opérer une cataracte fait progresser la DMLA? Je peux vous trouver des études qui disent oui, des études qui disent que non. Je pense que la majorité des gens s'entendent pour dire que non, il n'y a pas d'impact au niveau progression de la DMLA. Euh, il faut aussi comprendre que lorsque vous avez une cataracte, ben, devant ce risque très théorique, qui probablement n'est pas réel, c'est important d'enlever la cataracte quand elle est significative. Vous avez besoin de lumière, vous avez besoin d'informations visuelles lorsque vous avez une DMLA. Donc, cette crainte-là, pour moi, elle est un peu surfaite. Euh, Chez quelqu'un, des fois, ce qu'on peut voir, par contre, chez quelqu'un qui est en phase active de traitement avec une DMLA humide, est-ce que le besoin d'injection peut augmenter un peu en post-opératoire? Pas impossible. Pas impossible, mais pas trop de crainte de ce côté-là. Merci. On a une dame ici, Diane, qui nous parle de biomodulation. On a entendu parler de ça récemment dans une entreprise suisse qui fait des traitements de Photo, ouais. biomodulation Photo biomodulation. pour, Ouais. tu sais, pour la DMLA sèche. Ouais. Elle se demande est-ce que c'est aussi bon pour l'atrophie géographique que pour un cas intermédiaire? Ou quel est votre avis sur ce type de traitement dont vous n'avez pas parlé? Oui, effectivement, c'est une bonne question. C'est une technique, une technologie qui est approuvée en Europe, qui devrait possiblement arriver sur le marché nord-américain. J'ai vu un avis passer au début janvier que la FDA se penchait sur les données de photobiomodulation, donc une forme de traitement laser, hein, qui va créer des changements au niveau des drosones. Bonne question par rapport à l'atrophie géographique. Je suspecte, et je pourrais réviser les critères d'inclusion-exclusion des études, que les gens qui ont une atrophie géographique centrale sont probablement exclus de l'étude. Et c'est la raison pour laquelle j'en ai pas parlé. Mais avec une atrophie géographique débutante et surtout des drosones, donc des MLA intermédiaires, c'est quelque chose qu'on serait très heureux d'avoir dans notre coffre à outils, donc un élément supplémentaire pour traiter nos patients. Quelqu'un d'autre demande, vous avez parlé du tabagisme, on sait que c'est un risque important, le tabagisme. Ici, quelqu'un demande, est-ce que le vapotage est considéré au même niveau que le tabagisme au niveau du risque pour la dégénérescence maculaire? J'aurais tendance à dire non, j'ai pas vu de données vapotage et DMLA, mais tu sais, bon, déjà de vapoter, on le sait, on enlève toutes les substances nocives de combustion, hein, de la cigarette, alors goudron, produits de combustion, etc. Fait que clairement, je veux dire, c'est un risque moindre pour la DMLA. À ce qu'on sache, la nicotine qui est toujours présente en vapotage n'a pas d'effet comme tel au niveau DMLA. Donc, un moindre mal, oui. Vous avez parlé tantôt là, des services de basse vision, des aides Oui, visuelles. oui. Quelqu'un demande, est-ce qu'on peut avoir plus de détails sur les services de basse vision? Ben, si vous me permettez, je vais inviter les gens à aller faire un tour sur notre nouveau site web. Il y a une section où on parle des aides pratiques, dont les centres de réadaptation visuelle. Il y a l'INCA aussi qui peut être utile à ce niveau-là. Bien sûr, il y a des traitements. On souhaiterait avoir un traitement miracle, hein, qui nous viendrait arrêter, stopper notre maladie, voir qu'on retourne à la normale. Mais les services de basse vision demeurent quand même disponibles maintenant et très importants parce qu'on doit apprendre à vivre aussi avec notre maladie.
Et c'est peut-être je vous laisse un dernier commentaire, peut-être un 30 secondes qu'on clôt la rencontre. Oui, vous l'avez bien résumé. Tu sais, les services de basse vision, je vous dirais malheureusement, beaucoup d'ophtalmologistes vont comme l'oublier dans le feu de l'action. Puis je dis à mes patients, tu sais, ça semble terrible, l'Institut Nazareth, Louis Braille, c'est pas des choses de le Montreal Association for the Blind. Tu sais, c'est évidemment pas des choses qu'on veut entendre, mais c'est des choses, des services qui peuvent faire une différence capitale dans votre vie. Moi, je leur dis de donner leur un essai, puis généralement, c'est bien apprécié. Il y en a dans différentes régions, dépendamment d'où vous êtes au Québec. Merveilleux si le site web de la QDM en parle parce que c'est hyper important. On est encore très limité pour les formes d'atrophie géographique avancées. Alors, c'est là que les services de basse vision vont pouvoir vous aider encore beaucoup plus que nous, souvent en ophtalmo. Alors, excellent. Docteur Réon, merci infiniment d'avoir été disponible. On sait que vous avez un horaire très chargé, mais tout ça est très utile pour nous. Ça nous donne un espoir par rapport à notre situation. Et donc, on va clore ici la rencontre. Vous aurez l'enregistrement. Vous allez recevoir un courriel, ceux qui s'étaient inscrits. Et l'enregistrement sera aussi sur notre site web dans quelques jours. Alors, vous pourrez revoir tout ça. Il y avait beaucoup d'informations, donc c'est extrêmement intéressant que Dr. Réon nous donne accès à l'enregistrement. Notre prochaine conférence va avoir lieu le 7 février à 10 heures. Vous pouvez vous inscrire, vous recevrez un courriel pour ceux qui sont dans nos listes d'envoi. Ce sera un rappel de notre conférence sur l'atrophie, sur l'ABC de la dégénérescence maculaire. Hélène Thibodeau, la présidente du conseil de la QDM, donne cette conférence. Et il y aura une autre conférence le 20 février à 13h30. Docteur Karim Amamji va nous parler des nouveaux traitements pour la dégénérescence maculaire humide. Donc, on se quitte là-dessus. Nous espérons que vous aurez apprécié cette rencontre et je le souhaite à la prochaine. Merci encore. Merci à tous.